How are you? Comment ça va? Vous êtes bien? Are you good? Everybody happy? Everybody healthy? Feeling good? Ready for an exciting day? Are you enjoying Montpellier? Yes? Are you enjoying Montpellier? Oh, come on. One more time, please, for our hosts. Are you enjoying Montpellier? Très bien. Very good, very good. I happened to have had the pleasure to live in this beautiful city before many of you were born, when I was 25. And it's really a great pleasure to be back. And on behalf of Green Destinations, we are very pleased to be here and very thankful and appreciative to be here. And we're very glad to be here with all of you. And we look forward to a fantastic event. We have people, as you know, from all over the world. And we're very happy also to be in the beautiful region of Occitanie. And we hope and we know that some of you have done the pre-conference tours. Some of you have planned to do the post-conference tours. I've had the pleasure to spend a little bit of time in the region as well before the event. And I guarantee you that you will love it. There are just beautiful places and beautiful people to see and beautiful things to do. So make sure that you enjoy. And of course, the city and the region will be welcoming you back anytime that you want in the future. In any case, again, we are honored to have such a diverse gathering of destinations, businesses, and experts who share one mission. This mission, to shape a fair, more resilient, and more sustainable future for tourism. This is why we're all here. We know the importance of our mission, and so let's keep working together, because together we can do more and we can go farther. Just a few housekeeping rules. Please remember that the event in this space is being live streamed. So take care, pay attention to your telephones, please. And other housekeeping? No? Okay, good. So please let me continue then. Before we begin the official program, please let me continue to recognize and thank the organizations and the people that have helped us to make this event possible. Our hosts and partners here in Montpellier, please, I would like to invite them to the stage, and I know that they're very pleased to share some words of welcome. One other housekeeping rule for today and for all of the presentations, we have been asked to speak slowly, whether you're speaking in French or English, because we have an AI translation, an automatic AI translation, and you know AI is a little bit slow. So, moi je vais pas traduire tout. Let's leave the AI to translate, but again, let us all remember to speak a little bit slowly, more slowly than we usually do, to give AI the opportunity to catch up with us. So please let me welcome to the stage our four hosts. Vincent, in the order that I was given here. Cyril Monnier, representing Montpellier Méditerranée Métropole, please. Thank you. Et en deuxième, second, please, Emmanuel Bobin from the Open Tourism Lab. Merci, Emmanuel. Céline Vacher, the director of ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, and Vincent Garel, from the Comité Régional du Tourisme et de les Loisirs Occitanie. Merci à vous tous. Thank you all. And with that, Cyril, please, I invite you to come here to take the microphone. Merci. Bonjour à vous tous. Je vais parler doucement pour que la transcription puisse être faite.
Bienvenue à Montpellier. Vous avez crié que vous étiez heureux d'être là et je suis heureux au nom de Michaël Delafosse, le président et maire de la métropole de Montpellier, de vous accueillir pour ce congrès. Je suis heureux parce que nous attendions 250 personnes et vous êtes pratiquement 400. Cela veut dire deux choses. Un, nous avons eu raison avec l'ADEME, le CRT et nos différents partenaires d'organiser cette rencontre, puisque vous avez répondu en nombre à notre invitation pour réfléchir pendant ces journées à la manière dont on peut associer deux choses qui peuvent paraître totalement antinomiques. Respecter notre environnement, gérer de façon durable notre territoire et avoir l'intention de permettre à toutes les personnes qui le désirent de venir visiter, séjourner et jouir des richesses de notre territoire. Alors tout d'abord, et j'aurais dû démarrer par ça, merci aux Français d'être là et merci à 40 délégations étrangères d'être présentes également dans cette ville, et vous l'avez vu par le film, tellement ouverte au monde. Chers amis, on le sait, le développement touristique est une des clés qui permet à nos territoires d'évoluer, aussi bien économiquement qu'intellectuellement et qu'en matière d'humanisme. Dans ce monde qui se ferme, dans ce monde où la division est quelque chose qui est préféré par une grande partie de l'humanité plutôt que la communion, eh bien le tourisme est un des atouts que nous avons pour pouvoir faire que les hommes et les femmes puissent vivre en paix sur notre planète. C'est un message qui aujourd'hui est très important. Pour en revenir à notre sujet, nous avons sur Montpellier un engagement fort. Cet engagement fort, il est d'adapter l'ensemble de nos services, l'ensemble de nos actes d'accueil touristique à des grands enjeux environnementaux et de développement durable. Ici, je suis le président également de Montpellier Events qui vous accueille. C'est la société qui gère le Corum. Et bien que ce soit le Corum ou l'Office du tourisme, dont je suis aussi le président de l'Office du tourisme, nous avons toutes les références d'ISO 100, 121. Nous avons toutes les politiques, nous mettons en œuvre toutes les politiques qui nous permettent qu'à chaque fois qu'on organise des événements, à chaque fois qu'on organise du réceptif, nous soyons en mesure, sur tous les aspects de la venue des personnes, d'avoir des politiques raisonnables, que ce soit sur le déchet, que ce soit sur les consommations électriques, que ce soit sur les transports. Vous ne le savez peut-être pas, mais Montpellier a une marque de fabrique en matière de transport durable. Beaucoup de pistes cyclables ont été faites depuis l'arrivée de Michaël Delafosse à la tête de la ville de Montpellier, de la métropole. Nous avons, malgré les difficultés financières, lancé 2 nouvelles lignes de tramway. Et puis, malheureusement pas pour vous, chers amis, mais pour les habitants, la gratuité des transports. Eh bien, nous faisons et nous mettons tout en œuvre ici pour qu'à chaque fois que les personnes viennent nous rendre visite, eh bien, nous leur proposions des solutions qui respectent notre planète et qui nous engagent tous, vous, visiteurs, nous, personnes qui vous accueillons, dans une démarche durable. Dernier point très important, on l'a dit tout à l'heure, il est important d'ouvrir notre monde, il est important d'accueillir l'étranger qui veut visiter son territoire, mais il faut toujours le faire de façon raisonnable. Je pense à mes amis vénitiens, évidemment, ou barcelonais, qui ne sont pas loin de nous, et qui, à force de ne pas réguler, à force de ne pas faire attention à la manière dont on accueille les personnes, dont on le gère sur les conséquences sur son territoire, on oppose les personnes qui viennent en séjour comme contre les personnes qui vivent dans les territoires. Et tout cela
pour vous dire que les thèmes que vous allez aborder sont essentiels. Essentiels évidemment pour la planète, mais également pour la cohésion de notre peuple du monde. Je vous souhaite à vous tous une excellente session de congrès de Green Destination et enjoy Montpellier. Merci beaucoup, Cyril. Merci. Thank you very much, Cyril. So, next, please, I would like to invite to the podium Emmanuel Boban, the CEO from the Open Tourism Lab. So, good morning, everyone, dear friends. As a Montpellierin, I'm very delighted to welcome you here in my hometown. So, well, just a secret. So, if you are looking at some good wines and some good food, my guilty pleasure. So, well, please come and ask me. Okay. We are very happy to host you for this Green Destination Congress. Mesdames, Messieurs, je suis Emmanuel Bobin, donc à l'origine de l'Open Tourism Lab, que j'ai la chance de diriger depuis plus de 8 ans, et également représentant de France Tourism Lab. Je pourrai en parler plus tard. Notre mission à Open Tourism Lab est claire, c'est développer l'innovation dans le tourisme, avec et pour les territoires, avec et pour les entreprises et les acteurs institutionnels. Alors, me diriez-vous, pourquoi soutenir l'innovation dans le tourisme? C'est une question simple mais fondamentale. Le tourisme est un pilier indispensable pour nos territoires, un pilier économique et social. Il génère de l'activité, du PIB, de l'emploi, de la fierté, mais il est particulièrement exposé aux effets du changement climatique, aux crises, aux évolutions technologiques, aux attentes des clientèles, bref, tout un tas d'aléas. Cette fragilité nous oblige à être plus résilients, plus inventifs, plus agiles. Donc soutenir l'innovation, c'est d'abord, avant tout, renforcer cette résilience. Et quand nous parlons de résilience, nous pensons bien sûr à l'adaptation des modèles, à la transformation des modèles d'exploitation, de gestion, d'aménagement, d'équipement, et d'avoir cette transversalité. L'innovation, c'est donc donner aux destinations et aux professionnels les moyens d'anticiper les transitions à l'œuvre. Bref, l'innovation n'est pas un gadget, c'est une réponse concrète aux défis qui nous attendent. Je voudrais vous partager 3 convictions personnelles qui guident mon action au quotidien à Open Tourism Lab. Je suis pour le progrès, mais je sais que la croissance infinie n'est ni possible ni souhaitable. Le tourisme doit se réinventer dans un monde de ressources limitées et nous devons concilier attractivité et sobriété, hospitalité et habitabilité. Ma deuxième conviction, c'est en osant, en expérimentant que nous progresserons. Effectivement, il faut faire confiance à la variété des initiatives, même imparfaites, tant qu'elles s'ancrent dans le réel, mais osons. Troisième conviction, le progrès technique est permanent, mais il ne suffira pas. Il faut tendre vers un changement aussi d'autres choses, d'autres éléments qui sont les comportements. Les innovations technologiques, certes, nous ouvrent des perspectives incroyables. Il est inimaginable aujourd'hui de pouvoir se passer évidemment de l'intelligence artificielle, encore plus, vous voyez, pour la traduction. Mais la vraie transformation viendra à la combinaison entre technologie et transformation des usages, et plus particulièrement, en tout cas à Open Tourism Lab, on regarde plus particulièrement tout autour des sciences comportementales. Donc c'est sur ce socle de conviction, avec le CRTL Occitanie, que nous sommes donné une ambition de passer de l'idée à l'adoption. Ensemble, nous avons choisi de travailler précisément sur cette passerelle délicate, idée à l'adoption, et le tout dans une dimension collective avec le cockpit, donc un espace de coopération pour l'innovation, où les maîtres mots sont observer, concevoir, expérimenter sur le terrain, mesurer, et ensuite déployer à l'échelle d'autres destinations. Et chaque innovation réussie n'est pas seulement un service ou un produit de plus,
c'est avant tout un signal pour toute une destination, une preuve que le changement est possible. C'est une source d'exemple pour d'autres acteurs. En parallèle, grâce à l'appui de la région Occitanie, de l'Europe et de nos partenaires, je ne pourrai malheureusement pas tous les citer, mais vous en avez déjà vu un certain nombre et je vous inviterai à les rencontrer. Nous avons aussi lancé le programme Tourism Tech for Good, qui s'inscrit en tout cas comme en plein dans cet événement et dans le cadre de Green Destination. OTL est aussi, Open Tourism Lab est aussi partenaire d'un projet européen, de nombreux projets européens, mais je voudrais insister sur un en particulier qui s'appelle Phoenix 4.0, où le thème central, évidemment, la résilience des TPE, PME du tourisme. Donc c'est par la combinaison de ces dispositifs que OTL, Open Tourism Lab, accompagne des destinations pour inventer de nouveaux services touristiques qui soutiennent une économie décarbonée et régénérative. Enfin, donc j'insisterai sur l'idée que l'innovation n'a de valeur que si elle s'ancre. Elle s'ancre dans un collectif avec des entrepreneurs, avec des filières, avec des destinations qui jouent le rôle d'acteurs de terrain et avec des partenaires comme l'ADEME, par exemple. Donc l'innovation ne se suffit pas. L'innovation doit être adoptée, partagée, mesurée. Voilà la clé, en tout cas, sur laquelle on s'assoit avec nos partenaires et Open Tourism Lab. Donc pour conclure, je voudrais adresser un remerciement sincère à tous nos partenaires, ceux qui soutiennent au quotidien Open Tourism Lab, et bien sûr les partenaires de ce congrès Green Destination qui nous ont fait confiance et permis de nous réunir ici à Montpellier. Donc je suis convaincu que c'est ensemble, dans cet état d'esprit d'expérimentation collective, d'adoption concrète, que nous pourrons inventer un tourisme durable et désirable. Moins de promesses, plus d'alignement. Innovation is not about promises, it's about adoption and balance. Merci. Thank you. Thank you very much, Cyril. So I have been told that artificial intelligence is not so intelligent. Please, if you're going to speak in English, speak in English. If you're going to speak in French, speak in French. Because if you do like I do and try to say a little bit in French or a little bit in English, AI gets confused. Okay. So, that said, please let me welcome Céline Vacher de l'ADEME. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin pour l'ouverture de ce congrès Green Destination. Donc un grand merci à Green Destination pour votre invitation ce matin. Un grand merci à nos partenaires, la Métropole de Montpellier, le CRTL et Open Tourism Lab pour nous avoir associés à cet événement. Évidemment, en tant que directrice régionale de l'ADEME en Occitanie, je suis particulièrement... Ah oui, je vais vite, ouais. Je le savais. Je suis particulièrement heureuse que ce congrès ait lieu en Occitanie. L'Occitanie, une région très mobilisée dans le domaine du tourisme, vous le savez, une région avec ses multiples facettes, un littoral, des montagnes, de multiples arrière-pays, de nombreux sites à la fois culturels, historiques, mais également naturels. Et puis, une région également très fortement engagée dans la transition écologique avec un écosystème d'acteurs très présent et fortement engagé. Donc, Green Destination, merci. Vous avez choisi l'Occitanie et c'est la bonne destination. Alors, je suis très heureuse de voir également le nombre important de participants aujourd'hui qui montre l'enjeu d'un tourisme engagé dans une démarche plus durable. Alors, peut-être quelques mots sur pourquoi agir. Avant de vous dire concrètement comment à l'ADEME on agit, pourquoi agir, ça a déjà été un petit peu évoqué. Le tourisme est responsable de 11% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national, donc un impact important sur lequel nous devons ensemble agir. Et sur ces 11% d'émissions de gaz à effet de serre, un enjeu important sur la mobilité qui représente 70% de ces émissions de gaz à effet de serre. C'est donc important que tous ensemble, on puisse agir pour réduire cet impact sur les émissions de gaz à effet de serre. L'autre point, c'est qu'en particulier en Occitanie,
La région est fortement vulnérable au changement climatique. C'est une des régions françaises les plus exposées, à la fois avec des épisodes caniculaires de plus en plus fréquents, des épisodes de sécheresse qui nous touchent de manière très certaine depuis ces dernières années. Vous le savez, le département de l'Aude en Occitanie a été victime d'un très fort incendie cet été, un incendie sans précédent sur le pourtour méditerranéen. On est également, avec le littoral, fortement exposé au retrait du trait de côte, donc une région très vulnérable. Il faut donc qu'ensemble, on puisse, dès maintenant, réfléchir à la façon dont on aborde les enjeux du tourisme, en travaillant à la fois sur l'atténuation de ces émissions de gaz à effet de serre, mais également l'adaptation. Autre enjeu, c'est que le tourisme, en Occitanie, c'est la deuxième filière en termes de poids économique après l'agriculture, l'agroalimentaire. Pour nous, ce sont plus de 120 000 emplois, plus d'1 million au niveau national. Donc, le tourisme représente un poids économique important pour notre région et nous devons donc le préserver et maintenir l'attractivité de nos territoires. Le tourisme, ce sont également des enjeux sociaux. On ne fait pas de tourisme sans les habitants de ces territoires. Il faut donc qu'on puisse travailler ensemble. Et puis, dernier point quand même, on se rend compte que les touristes sont de plus en plus demandeurs de destinations vertes. Voilà. Alors les touristes français comme les touristes étrangers, on doit donc également travailler à l'adaptation de notre offre pour être en capacité de répondre à leurs demandes. Alors, que fait l'ADEME ? L'ADEME, on est un opérateur de l'État, on travaille pour le compte de l'État et on met en œuvre les politiques nationales de transition écologique. Notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises, les territoires dans leur transition écologique. Et pour ça, plusieurs actions. Tout d'abord, nous mesurons et nous objectivons les impacts du tourisme avec la mise à disposition d'études et de démarches prospectives. Par exemple, nous avons réalisé une première étude sur les émissions de gaz à effet de serre du tourisme en 2022, que nous réactualisons régulièrement. Nous avons également des scénarios prospectifs à l'horizon 2050 pour voir quels sont les chemins possibles pour atteindre la neutralité carbone. Et on voit que pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, nous devons faire évoluer nos modes de vie et le tourisme en fera partie, bien évidemment. De manière très opérationnelle, nous accompagnons à la fois les territoires et les entreprises dans leurs projets d'adaptation et d'atténuation. Nous mettons à disposition des conseils, notre expertise, mais également des financements. Et enfin, nous testons, nous expérimentons avec nos partenaires pour trouver les bonnes solutions et nous diffusons les bonnes pratiques, parce que des bonnes pratiques, il y en a beaucoup, en particulier en Occitanie. En Occitanie, l'ADEME ne travaille pas seule, et ça, c'est un peu notre raison d'être à l'ADEME. En Occitanie, on joue collectif, et je voudrais saluer le travail partenarial mené maintenant depuis 4 ans avec le CRTL, Open Tourism Lab, les métropoles, l'ensemble des partenaires avec qui nous animons le réseau des référents tourisme durable. Nous avons eu l'occasion d'accompagner sur ces 4 dernières années plus de 400 établissements touristiques dans une démarche de transition écologique, parfois des premiers pas, parfois des projets plus construits. Et ça, on l'a fait parce qu'on a sur les territoires des partenaires qui sont en capacité de proposer un accompagnement de proximité. Mais la démarche de tourisme durable, ce n'est pas seulement à l'échelle de l'entreprise ou de l'établissement, c'est une échelle beaucoup plus territoriale et on a à cœur, quand on travaille avec des collectivités, de les engager dans une réflexion plus transversale et plus globale. Pour conclure, simplement rappeler que le tourisme durable n'est pas une contrainte. Il faut que tous ensemble, on voit ça comme une opportunité, celle d'inventer un tourisme qui nous donne envie, qui respecte les habitants, les paysages, qui répondent également à l'évolution de nos modes de vie et surtout qui crée de la valeur, de l'emploi sur le long terme. Mais tout ceci se prépare, s'anticipe et ce colloque Green Destination est donc un moment clé pour partager, inspirer et accélérer. Et à l'ensemble des partenaires d'Occitanie, ce mot pour conclure, pour vous dire que vous pouvez compter sur le soutien de l'ADEME pour vous accompagner dans ces démarches qui nous permettront d'avoir demain un tourisme plus résilient et plus désirable. Voilà, je vous souhaite un très bon congrès, de très bons échanges. Merci à tous. Merci beaucoup, Céline. Et
Maintenant, excuse me. And now, please, I would like to welcome Vincent Garel of the CRT of Occitanie. Please. Merci Darcy. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et tous. Donc il faut parler ou en anglais ou en français. Donc je vais vous épargner mon anglais. Non pas qu'il ne soit pas au point, encore que. Le seul défaut de la traduction, c'est qu'elle ne sait pas retranscrire les accents. Donc, je vais me contenter de vous faire partager mon français et mon accent d'Occitanie. Au nom de la région et du comité régional du tourisme et des loisirs, je vous souhaite donc la bienvenue ici, en Occitanie, et particulièrement dans cette belle ville de Montpellier et de la métropole qui nous accueille, mais Cyril en a parlé beaucoup mieux que moi à l'instant. Nous sommes bien sûr très heureux de vous accueillir pour cette édition du Congrès mondial Green Destination 2025. Et je voudrais, au début de mon propos, remercier particulièrement et chaleureusement Céline Vacher et l'ADEME Occitanie. Parce que si nous sommes aujourd'hui réunis pour ce travail autour des questions, des enjeux environnementaux dans le tourisme, nous sommes bien partis de quelque part, d'une réflexion. Et l'ADEME a toujours été pour nous un partenaire précieux. D'abord, bien sûr, par son soutien financier, et je retiens qu'il peut continuer. J'ai bien retenu cet aspect des choses, mais aussi un soutien technique et surtout l'exigence méthodologique de l'ADEME qui nous tire collectivement vers le haut. Et ça a été évoqué à l'instant, l'étude sur les externalités des mobilités touristiques qui a été rendue en 2020 a été pour nous un point de départ, une référence, un déclencheur. Nous étions déjà mobilisés sur ces sujets, mais cela a permis d'objectiver nos défis, notamment auprès de nos partenaires territoriaux avec qui nous travaillons, et cela nous a poussés à accélérer. Dans la foulée, nous avons conclu un partenariat, ça a été évoqué, qui avait conduit à l'action du Fonds du tourisme durable, juste après la crise sanitaire. Cela nous a permis de changer d'échelle, cela nous a permis de mobiliser l'écosystème, et en particulier avec vous qui êtes aujourd'hui présents, les organismes de gestion des destinations, d'aligner nos actions, d'outiller aussi ces destinations et de déployer plus vite ce qui fonctionne. Et nous sommes allés plus loin avec la création de l'Occitanie Rail Tour, qui est une innovation au niveau français, mais aussi une innovation au niveau européen, puisque nous avions été primés en 2023 sur ce sujet au niveau européen. L'Occitanie Rail Tour, c'est quelque chose de finalement très simple. C'est la possibilité, aussi bien pour nos visiteurs les plus lointains que pour nos habitants du territoire d'Occitanie. L'Occitanie, c'est un territoire de 6 millions d'habitants, avec 13 départements. Beaucoup de territoires différents, du littoral, de la montagne, de la campagne, eh bien cela permet aussi à nos habitants de découvrir leur propre région en train, de manière décarbonée, avec une vraie mobilisation des territoires sur la création d'une offre de services, de découverte, de leur beauté et de tout ce qui existe sur les territoires. Et ça, c'est quelque chose que nous avons construit petit à petit grâce au travail commun que nous faisons avec l'ensemble des partenaires et notamment avec l'ADEME. Pour ces 2 jours, je voudrais que nos travaux nous guident sur plusieurs thèmes. D'abord, bien considérer qu'il faut agir au bon niveau, que les réflexions, les discussions théoriques, c'est quelque chose de particulièrement important, mais qu'il nous faut aussi porter des actions concrètes sur le terrain. Et pour cela, pour agir au bon niveau, la meilleure échelle, c'est l'échelle de la destination. C'est là où se rencontrent les organismes de gestion, c'est là où se rencontrent les entreprises, les professionnels, les élus, mais c'est là aussi où se rencontrent les habitants et les visiteurs. Et c'est donc là où on peut concilier attractivité, qualité de vie et acceptabilité du tourisme
auprès de nos concitoyens. Il faut aussi, bien sûr, innover. Oui, c'est très important, faire des expérimentations, mais il faut aussi, surtout, déployer. L'innovation, celle qui compte, c'est celle qui est capable de rentrer dans les usages. C'est celle qui va changer les pratiques. C'est celle qui produit des impacts positifs. Et puis, mesdames, messieurs, il faut aussi être crédible lorsqu'on porte des actions et des discours. Et pour cela, il faut accepter de rendre des comptes. Et donc, il faut que nos actions soient mesurables. Il faut donc se mettre d'accord sur des méthodes, sur des indicateurs, dans un esprit de transparence, car cela nous permet notamment de vérifier aussi que les décisions qui ont été prises portent un résultat efficace, et cela nous permet ensuite d'aller plus loin. Et je veux redire l'engagement du Comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie et de la région Occitanie dans la démarche Green Destination. Pour nous, c'est bien plus qu'un label. C'est un outil de mobilisation et de structuration de la transition durable à l'échelle de nos destinations. L'accompagnement que nous avons proposé dans ce cadre, il a rencontré un réel engouement, puisqu'une vingtaine de destinations de notre territoire sont aujourd'hui engagées. Et je l'avoue, nous espérons impatiemment, dès ce soir, j'ai cru comprendre, qu'un nombre significatif de ces destinations puissent obtenir la labellisation et la certification et la reconnaissance de leur travail. Ce n'est pas simplement un trophée qu'ils sont venus chercher. Ce qui compte vraiment, ce sont les dynamiques que cela enclenche. Ce sont les trajectoires que nous avons partagées avec eux sur les territoires pour réduire l'empreinte carbone, pour travailler sur la préservation de l'eau, et c'est un sujet particulièrement important, pour travailler sur la préservation de la biodiversité, pour travailler aussi sur des mobilités plus durables, mises à disposition du développement touristique. Nous avons bien sûr un sujet important aussi, et ça a été évoqué par Cyril tout à l'heure, sur la gestion des flux, sur une hospitalité renforcée, sur l'implication des habitants de nos territoires, sur la montée en compétences de nos équipes. C'est cela, construire ensemble un tourisme plus vertueux, ce que j'appelle un tourisme positif, positif pour les visiteurs, positif pour les territoires et pour leur économie, positif pour les habitants, et tout cela dans une démarche transversale de prise en compte des enjeux environnementaux. Mesdames, Messieurs, nous sommes fiers donc d'accueillir ce congrès ici, en Occitanie, à Montpellier, et ça a été rappelé, quel succès! Près de 400 participants, j'ai cru comprendre que c'était un record, en provenance de 44 pays différents. Donc je voudrais aussi tout simplement vous dire merci. Merci à tous de votre mobilisation, merci aux Français, merci aux Occitans qui se sont mobilisés, et merci à vous tous qui venez des 4 coins du monde d'avoir rejoint ce travail collectif que nous allons porter durant ces 2 jours. Ce chiffre de 44 pays et de 400 personnes, ils disent 2 choses. D'abord, ils disent l'intérêt croissant pour la démarche entreprise par Green Destination et les actions que les uns et les autres nous pouvons mener sur les territoires suite à nos réflexions partagées. Et puis il dit aussi l'attractivité de la ville et de la métropole de Montpellier et l'attractivité de la région Occitanie, puisque je ne doute pas que vous êtes aussi venus nous rejoindre pour la douceur de vivre et la qualité de vie que nous sommes capables de partager ici tous ensemble. Et puis vous êtes sur un territoire, au cœur d'un territoire qui est un vrai laboratoire, où l'on teste, où on agit et où on ne se résigne pas. Et nous allons donc continuer l'accompagnement du label Green Destination en Occitanie avec une ambition claire, faire reconnaître l'Occitanie comme destination régionale labellisée Green Destination. Et dès demain, nous acterons notre engagement dans la Good Travel Alliance. Vous voyez que j'ai mieux fait de ne pas parler anglais. Voilà. Je voudrais, pour conclure, d'abord dire à nos invités internationaux, en toute simplicité, vous allez le découvrir durant ces 2 jours, que l'Occitanie est mobilisée, que nous sommes un partenaire avec qui vous pouvez travailler
avec qui vous pouvez tester et nous allons apprendre les uns des autres de nos expériences respectives. Je veux à ce stade, bien entendu, remercier la Fondation Green Destination d'avoir fait le choix de l'Occitanie et de la ville de Montpellier. Nous en sommes fiers, mais nous en sommes aussi honorés et d'autant plus heureux devant le succès qui s'annonce. Mais les débats qui viennent nous diront si le succès est confirmé. Je veux remercier nos partenaires grâce à qui nous avons pu tous ensemble organiser cette manifestation, à commencer bien sûr par la métropole et la ville de Montpellier et son maire Michael Delafosse. Je veux remercier Open Tourism Lab avec qui nous travaillons régulièrement. Merci Emmanuel du discours que tu as porté sur l'innovation que nous partageons et que nous allons continuer à porter tous ensemble. Et bien entendu, l'ADEME. J'en ai suffisamment parlé, je vais pas. Sinon, on va croire que vous êtes tout seul. Or, nous sommes tous des partenaires, et nous travaillons tous ensemble. Et puis, je vais avoir un mot particulier, bien entendu, pour nos équipes respectives, celle de la métropole, bien entendu, celle d'Open Tourism Lab, celle du CRT, qui se sont dévouées, qui vont continuer à travailler pour vous durant ces 2 jours pour la réussite de cet événement. Un merci aussi particulier à nos sponsors, à nos partenaires, parce que sans eux, l'événement n'aurait pas pu être organisé non plus. Donc pour ces 2 jours, je vous propose de la réflexion, du travail, des actions, du partage, mais aussi de la convivialité, de la discussion. C'est aussi cela qui forge l'Occitanie et la réussite de nos destinations et de nos territoires. C'est aussi cela qui construit la possibilité, et c'est, je crois, le sens de notre action dans les métiers du tourisme, de créer du bonheur, des émotions, du tourisme positif. Alors, mesdames, messieurs, très bon congrès à toutes et tous. Encore bienvenue en Occitanie et au travail tous ensemble. Je vous remercie. Thank you very much, Vincent. Thank you very much, everyone, please. We know that we are in the right place. And just to highlight as well that with Green Destinations, as I believe many of you know from our website and from having participated in our events previously, we are not alone. We are here today in Montpellier, but as we've indicated and evoked many times with people from around the world, and in every event in which we participate, you'll be glad to know that destinations and the people that work in destinations from those particular places, from those countries, always federate in our events to be doing this important work that we're doing together. So again, we are part of the puzzle of the planet, as we know. And although I'm talking about artificial intelligence, let's not forget also to talk about our human intelligence, and remember that our human intelligence is part and parcel of natural intelligence, which has been around certainly for longer than all of us. So with that, I would like to invite Jana Api, the Executive Director of Green Destinations Foundation, to the stage. Jana, please. Jana's leadership has been central in bringing our community together and in guiding our programs to create real impact in destinations around the world. Jana, thank you very much for this year of challenges, of work, of ups and downs, but we are all still together and we are going strong and moving forward. Thank you. Thank you, Darcy. Dear delegates, dear distinguished guests, dear friends, welcome to the 2025 Green Destination Global Conference. It's wonderful to see almost 400 people gathering here in Montpellier, representing 44 countries. We are to exchange experience, share solutions, build connections, and shape the future of tourism together. This event, of course, would not be possible with our hosts, so I thank you dearly for everything and for all the support. My gratitude also goes, of course, to our keynote speakers,
to our partners, to our panelists, and of course to our destination, businesses, and Green Destination team who brought this event together. We live in a complex time. Awareness of our impact on Mother Earth is growing, demands are increasing, and compassion, connection, and solidarity have become words we talk about more than ever before. At the same time, unimaginable horrors driven by humans are destroying, dismantling, and devaluing. Children are drowning in screens, and artificial intelligence is slowly pushing us aside, killing our passions, and stifling our creativity of minds. The result is not yet written, and the verdict has not yet passed. This is why today, more than ever, the voices of reason, humanity, and cooperation matter. Just like our times, tourism is complex. I often feel that those of us working in tourism have one of the hardest, but also most beautiful professions. We are like magicians. We make dreams come true, create memories, and break down barriers. We are guardians of nature and culture. We drive the economical development and initiators of genuine human connections. But as with the times we live in, tourism has its dark sides. We have opened the Pandora's box and released problems we did not foresee. Gradually, we have taken over spaces that belonged to locals and sold them to tourists. Under the veil of authenticity and local experience, we have entered places where we were not invited to. We have trampled flowers along the paths and obscured views with crowds. Unlike turbulent times in tourism, sustainability is a concept that leaves no room for multiple interpretations. It measures, monitors, and evaluates our actions critically and precisely. It holds up the mirror and asks difficult questions. In the evaluated world, it brings back common sense, listening, and reflections. This is why an event like this, with almost 400 delegates, with 100 panelists from 44 countries, first Good Travel Alliance Global Summit members, spending 2 days discussing pathways, empowerment, climate resilience, transition, data management, cooperation, awareness, leadership, transformation, regeneration, digitalization, innovation, decarbonization is priceless. I believe it will help steer us, our common tourism boat, more bravely. When I stepped into Albert's shoes a year ago, I thought I had it figured out. I have been cooperating with Green Destination since the beginning. We grew hand in hand and believed in the same ideas. Green Destination was built by people, Albert, Hugo, Patricia, Patis, more than 50 team members in all those years from nearly every continent, more than 100 young professionals through our internship programs, a wide network of loyal partners, and almost 200 certified and awarded destinations. We have set standards, developed tools, created certification, launched programs, provided training, spread knowledge, and stood by all those walking the talk. So the way forward seemed clear. But reality is never as we paint it. In response to greenwashing, misleading communication, and false promises, we face new demands. Are we like children in a classroom where everyone is punished because one broke the rules? Or are we on a path of new learning toward bolder and more transparent practices? I sincerely hope it's the later. The rules of the game are not yet clear, making us doubt if requirements we face in the accreditation of our programs do bring the change we truly need. Yet, I continue to believe that the will to make it right is strong and genuine. The engine
the engaging in sustainability schemes is not about shortcuts or misleading consumers. That is why, instead of threats, I would like to see more motivation. Instead of restrictions, more encouragement. How much more successful could we be if we looked positive ways forward together rather than getting lost in regulations and pointing fingers? Do we reach better results if we set a task to be less bad or more good? In Slovenia, we say that no soup is eaten as hot as it's cooked. I think we can cool this one down to the temperature that does not burn our mouth, and it even tastes good. All it takes is a little patience, support, cooperation, and a great deal of reason and wisdom. Green destinations remain a heart of green destinations. They are the laboratories of innovation, the leaders of transformation, and the voices of their communities. Today we count 199 certified and awarded destinations in 33 countries, speaking 30 different languages, 70% in Europe, 10 in US, 10 in Asia. Our top 5 countries, Slovenia, Portugal, France, Australia, and Croatia, represent 60% of all our destinations. France is already in the 3rd place, and 10% of our destinations use French as their first language. And the fun fact, 50% of awarded and certified destinations are wine-growing regions. Wine and sustainability clearly go hand in hand. No surprise there, I must say. This growth confirms the need of regulated, transparent, and globally recognized certification programs. The year ahead will be a year of transition, aligning with new GSTC accreditation requirements and shaping our programs to make EU recognition demands. Alongside certification, the Top 100 Stories competition have become a flagship initiative of Green Destination. Since 2014, it has collected almost 1,200 stories of good practices, with 999 included in the top 100 lists. This year, we received 180 registrations from 33 countries. Japan had the highest number of submissions, so well done, Japan. While the most popular category was destination management, and the word that popped up the most was stakeholder management. This shows the destination clearly understand how important cooperation is for sustainability. In 2026 edition, the sustainability scan as part of the competition will remain, but not as an eligible tool, but as a support to help shape your stories and provide insights into your journey. We'll improve our masterclasses and workshops, offering more practical guidance and interactive learning. The Top 100 is becoming more a communication program of best global story examples. It's about learning, about inspiring others, and about making sure good stories travel from one destination to another, from one continent to another. But destination cannot succeed alone. Tourism is built by businesses, hotels, restaurants, attractions, tour operators, guides. They shape the visitor experience every day. Without them, sustainability in tourism would remain only a theory. This is why Good Travel Seal helps businesses to reduce their negative footprint, improve their practices, do good, and communicate their efforts to travelers. And the results are impressive. 741 businesses worldwide already part of Good Travel Seal programs. We expect to reach 800 by the end of this year, and the program now spans in 31 countries. Through white label programs, the seal adapts to local context. More programs like Good Travel Experience and Good Events are being added. For businesses, the Good Travel Seal is more than a certificate. It's a partnership,
a chance to align values with actions, and to share their stories through good travel guide and global channels. An important step forward happens when initiatives from the tourism sector meet national strategies. That is why national and regional certification programs are a driving force for the future, offering destinations and governments the opportunity to establish their own trusted system, aligned with global best practices, accreditation requirements, yet tailored to their local context. Almost 40% of green destinations today are already part of a national white label programs. The most successful example is Slovenia Green, I say. I must be very proud of that. Now, including 56 destinations, and which is interesting, now 95% of overnights in Slovenia happen in certified destinations. This success story began with belief and cooperation, and today it makes Slovenia one of the global leaders in sustainable tourism. A long-standing leader in responsible tourism, Thailand, has also taken a bold step forward with its Green Tourism Plan 2030. At the core of its plan is the creation of a new white label brand and certification process, a model that ensures international credibility while reflecting Thailand's unique identity and priorities. Green Destination is proud to contribute to this initiative through 3 of our globally recognized standards: destinations, small accommodations, and community-based tourism. Together, these provide a practical framework to safeguard nature, support local communities, and ensure tourism and contributes positively to long-term sustainability. On behalf of Green Destination, I sincerely thank Thailand for its vision and partnership in driving this collaboration forward. Ladies and gentlemen, as we open this conference, let us remember, change is only possible when destination, businesses, communities, and travelers move forward together. Here in Montpellier, over the next few days, let us share our ideas, challenge ourselves, and build partnership that will shape the future of tourism. Tourism that is fair, resilient, and truly sustainable. I believe the path forward is set. The numbers, the programs, the readiness, the energy, the knowledge and determination we feel here today in Montpellier are a clear sign that we know our goal. Tourism awakens good thinking in all of us. On a cold, rainy days, we dream of a joy of travel. Images and stories spark our curiosity, send us on a path to of discovery and learning. Every journey transforms us, educates us, and anchors memories deep in our hearts. But the dreams can only be fulfilled if we remain honest and transparent with our guests, if we do not sell empty promises and paint pictures they will not find upon arrival. Only if we include everyone and care for each other can tourism be truly good, fair, and meaningful. Only if we carefully polish our treasures, protect them, preserve them, and proudly yet responsibly showcase them, will tourism serve as a tool for good, positive, responsible, and wise. If we achieve that, tourism can take its rightful role as the defender of peace, a voice of global reason, and a driver of prosperity. There is no planet B, and this one is so beautiful. Let us keep it. It's worth keeping, and it's worth protecting. Thank you, and welcome to Green Destination Global Conference 2025. Thank you very much, Jana. And thank you again, everyone.
Just a quick housekeeping tool for those of you who may not have found it yet. If you take your name tag and scan the QR code, it will bring a page on your telephone with a little guy, I believe with a hat. And this is where you can access the AI. Everybody's got it? Am I saying the right thing? I hope so. I haven't looked for it myself, but I hope you have found it. Okay, with that said, as we continue our day here in beautiful Montpellier, thinking and hearing about Slovenia and also Thailand, I would like to take a moment to extend a very warm welcome to the delegation from Thailand. We are truly delighted by your presence here with us today, representing a region of the world where sustainable tourism is rapidly advancing and inspiring many. We have a couple short videos that we would like to share with you, and then I would like to invite some of the delegates here. การท่องเที่ยวไทยคือพลังที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรอยยิ้มให้ผู้คนมากมายแต่อีกด้านหนึ่งการเติบโตอย่างรวดเร็วก็นำมาซึ่งความท้าทายต่อแหล่งท่องเที่ยวสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนจึงไม่ใช่เพียงทางเลือกแต่คือความเร่งด่วนที่เราต้องร่วมมือกันพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยให้การเดินทางกลายเป็นพลังบวก Thailand Green Tourism Plan 2030 จึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและอีก 49 หน่วยงานเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมผลักดันไทยสู่เวทีโลกโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการก้าวสู่การเป็นคู่ค้าระดับสากลต่อยอดธุรกิจบนเส้นทางที่มั่นคงและยั่งยืนนี่คือก้าวสำคัญของประเทศไทยก้าวที่โลกกำลังจับตามองจากนี้ไปเราจะไม่เพียงสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวแต่จะเป็นผู้นำในการสร้างความยั่งยืนแก่เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมร่วมสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับคนรุ่นต่อไป Super. How many of you have been to Thailand already? Many of you. Okay, great. Well, I hope that we will have the opportunity and the chance to be there again soon in the future. Please, Thailand, come. Good morning, everyone. Thank you for Jana to give us the inspiration. Thank you very much. So I'm Athuk Pasen Moon from Department of Tourism Thailand. So as you know that Thailand has many beautiful places to visit. Yes, of course. The Department of Tourism is fully committed to driving the Thailand Green Tourism Plan 2030. This requires a cross-sector, multi-stakeholder approach that integrates standard monitoring platform and also the coaching program nationwide. Sorry. Okay, speak a bit louder. I hope the AI will understand me. Yeah. Okay. So by working together with agencies, communities, and also the businesses, we ensure that
sustainability is not just the policies, but practical framework that can deliver real impact to the peoples. Our collective goal is to make Thailand a leading example of sustainable tourism in Asia, aligned with the UN Sustainable Development Goals. Finally, we sincerely thank for Green Destination Foundation a lot for serving as our mentor and supporting the development of the Thailand white label models for our new sustainable tourism standard, Thailand Good Travel. Thank you. ขอบคุณครับ Very good morning to you all, distinguished guests. On behalf of Mr. Siripakorn Chilsamut, Director General of the Designated Areas for Sustainable Tourism Administration of Achot Dasta, I feel privileged to stand here in front of over 400 participants from 44 countries around the world to share the experiences derived from developing model destinations within Thailand's designated areas for sustainable tourism. The Thai Ministerial Cabinet has mandated DASTA to coordinate with government agencies at all levels with the aim at enhancing the quality of life of local communities by using tourism as a tool for development, whether in form of sustainability management, socio-economy, culture, and environment. DASTA is proud to be the pioneer to have introduced the GFDC criteria to the Thai societies since 2015, about 10 years ago. We have applied the criteria for certain designated areas and learned success and failures throughout the decade. When things seemed to be right, we decided to submit two designated areas, Chiang Khan and Old Town of Nan, for inclusion of the Green Destinations Top 100, and that was the first success in 2020. At present, across 9 designated areas nationwide, 3 destinations under our responsibility have been awarded recognition through the Green Destination Certification Program, 2 golds and 1 silver, and several others have been included in the Green Destinations Top 100 stories. Our approach is to share lessons learned and best practices which have been a foundation for Thailand's broader green tourism plan, providing models that not only the Thai Department of Tourism, but also other Thai agencies can adopt to formulate policies and projects at the national scale for long-term success. Finally, as Thailand team member, DASTA will certainly contribute our full support to the Thai Department of Tourism and other key authorities to ensure that our plan will meet success in a sustainably integrated way, and that for our planet will remain beautiful for the next generation, because according to Jana's speech, there is no planet B. Thank you very much. Good morning, everyone. It's an honor to be here amongst the global partners who share our commitment to sustainable tourism. Thailand is determined to be a sustainable destination. So, our mission at the Tourism Authority of Thailand goes far beyond the creating demand. It is about securing the future to our industry. Our current projects, the Krabi prototype, the sustainability star rating, the carbon footprint hotels program, are models that we are working across the country.
Recently, we celebrated the World Tourism Days, presenting 151 trophies at the Thailand Tourism Awards. For 3 decades, we have been honored businesses for their dedication to sustainability and excellent service. We know the journey is challenging, but with the strong partnership, I believe that we confidently moving to the right direction. The right direction. Thank you very much. Great. Thank you very much, Thailand. So, and now, it is time, to turn to our keynote session. We are honored today to welcome Professor Saskia Cousin, anthropologist and professor of sociology at Paris-Nanterre University, affiliated with Sophie-Paul Research Center. Professor Cousin is one of the most respected voices in critical tourism studies. Her research explores the social, cultural, and economic dimensions of tourism in our globalized world. She is widely recognized for her ability to challenge conventional narratives of sustainability, drawing attention to the overlooked local realities and advocating for more ethical and inclusive tourism practices. Through her writing and teaching, she has shaped critical debate in France and internationally, influencing how we think about tourism's role in society. Please join me in giving a very warm welcome to Professor Saskia Cousin. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je m'excuse pour ma voix et je vais essayer de la garder pour ces 25 minutes. Et par ailleurs, j'avais prévu de passer du français à l'anglais, ce que je ne vais pas faire puisque l'intelligence artificielle n'est pas si bilingue que ça. Donc, la pandémie de 2020 nous a appris la fragilité du tourisme international. On sait également que finalement le monde s'effondre et qu'il est plus que temps d'atterrir. L'idée de cette présentation, c'est de partir du point de vue des destinations. Les destinations, c'est la même étymologie en français que le terme destin. La destination, c'est là où nous arrivons dans l'espace. Le destin, c'est celui où nous arrivons dans le temps. Et je vais partir de cette petite définition basique pour réfléchir à ce qui permet le tourisme, mais qui ne s'y réduit pas et qui lui survivra. Le sentiment d'appartenance, le désir de liberté et la question de l'hospitalité. Ce qui fonde et permet le tourisme ne s'y réduit pas. Alors, tout d'abord, je pensais à un ouvrage d'un célèbre anthropologue qui s'appelle « Nous avons mangé la forêt ». Nous avons dévoré le monde et nous avons atteint il y a quelques jours la 7e, dépassé une des 9 limites, la 7e, qui est l'acidification des océans. La 7e limite planétaire vient d'être franchie. L'industrie du tourisme, et en particulier du transport, ça a été dit tout à l'heure, par 70% des émissions sont réalisées par le transport. Enfin, dans le tourisme, 70% est lié au transport. Et le tourisme contribue à presque 9% des émissions à gaz à effet de serre.
Le tourisme comme l'industrie, c'est une activité courte et éphémère dans l'histoire des mobilités humaines, hein, depuis qu'il y a des humains partout sur la Terre, parce qu'il y a eu des gens qui ont envie d'aller voir ce qui se passait de l'autre côté de la colline. Donc le tourisme, c'est une toute petite histoire, je veux dire l'industrie du tourisme. Elle a un début, elle a une fin. Gosling écrivait, et c'est ce que prédisent aussi notamment les gens qui travaillent dans la question des assurances, que nous sommes entrés dans le début de la fin de l'âge du tourisme. Il entend par là l'âge de l'industrie touristique. Le tourisme consomme, il consume l'espace. Je vous ai mis une publicité qui illustre assez ce que ça veut dire. Alors là, on n'est même pas dans le greenwashing, hein, puisqu'il s'agit de découvrir le monde. Voilà. Le tourisme a ce paradoxe qui détruit ce qu'il désire. Et nous en faisons partie en tant que touristes, en tant que professionnels du tourisme. La bonne nouvelle, finalement, c'est que personne ne se battra pour le tourisme, mais beaucoup de gens continueront à se battre pour le sentiment d'appartenance, la liberté de voyager. Et je vais y venir à la question de l'hospitalité. Donc c'est ça le tourisme tel qu'il est perçu, hein, par ceux notamment qui s'y opposent, et ça a été évoqué, hein, le problème de Venise. Il joue ce tourisme-là comme industrie. L'avion joue un rôle international. Du point de vue des destinations, du point de vue des indicateurs, l'Organisation mondiale du tourisme, c'est ce qu'on voit, c'est ça. Il y a évidemment les questions de surtourisme, mais finalement, ce qu'on voit, c'est le tourisme international, ce qui est important, mais qui, pour énormément de pays, notamment les pays historiques du tourisme, et de plus en plus un certain nombre de pays du Sud, et c'est le cas notamment en Asie, 80% des gens qui partent en vacances, qui font du tourisme, font d'abord du tourisme domestique. Et donc, ce qui est très bizarre et ce qui est très étrange, c'est comme un petit peu si on travaillait, on réfléchissait à ce que c'est l'art de la cuisine, et puis on s'intéressait qu'à compter les tickets de caisse au supermarché, au restaurant. L'industrie du tourisme et aux vacances que l'industrie agroalimentaire et repas. C'est important, hein, ça a permis de développer les choses, mais ça ne permet pas de comprendre ce qui fonde, le désir en fait de voyager, le désir de passer du temps. Et donc on a un vrai problème sur les indicateurs internationaux. Il y a énormément de territoires, notamment l'Occitanie, qui ont développé des observations, des façons différentes de compter, et qui ont montré l'importance notamment du tourisme de proximité ou du tourisme domestique. On utilise ce terme souvent avec une petite condescendance où je peux voir un certain biais sexiste, mais qui en fait sont la majorité de ce qui fait vivre les territoires. Donc réfléchir à l'avenir du tourisme en termes écologiques, mais aussi en termes sociaux, démocratiques, c'est se poser la question de avec quelles lunettes on regarde ce tourisme. Est-ce qu'on continue de le regarder avec le tourisme au kilomètre, parce que plus la personne vient de loin, plus elle est politiquement ou institutionnellement valorisée, ou le panier moyen par jour, et non pas l'ensemble où ces personnes, qu'est-ce qu'elles font et où elles consomment. Et donc, il y a des gens, évidemment, beaucoup d'opérateurs qui travaillent sur des questions alternatives et qui montrent, beaucoup d'enquêtes aussi, les enquêtes qu'on fait auprès des vacanciers, un peu partout dans le monde, que le premier désir de partir en vacances, c'est pas du tout de faire du tourisme. Pourquoi est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche? En fait, c'est la liberté. Et ce désir de liberté, il s'incarne d'abord dans le temps. Plus qu'une consommation d'espace, c'est un désir de temps. Désir de temps libre et désir de temps libéré. C'est ce qui fondait l'homme libre, et c'est ce qui fonde l'homme libre dans beaucoup de sociétés, ce qu'on appelle l'osium, le temps qui est libéré. Ça veut dire libérer ce qui a donné lieu aux luttes pour les congés payés, bien sûr, mais c'est tout le temps qui n'est pas occupé à travailler. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est les premières motivations dans toutes les enquêtes pour partir en vacances. D'abord, le premier motif, c'est se reposer. Et donc, jouir du temps libre. Donc, la question de où on va passer ce temps libre, eh bien, il va se poser en deuxième moment. Ensuite, la deuxième motivation, dans toutes les enquêtes, c'est se retrouver, la question des retrouvailles. Comment je passe du temps libre avec ce que j'aime, ce que je n'ai pas vu depuis longtemps. Et puis la troisième motivation, mais qui vient en fait assez loin derrière, c'est découvrir. Et donc on va y venir sur la question de l'hospitalité. Donc,
se souvenir de ça. Et ça, se souvenir de ça, c'est aussi se souvenir qu'il y a eu cette pandémie qui nous a révélé ça. Et on a cru, on le savait déjà, hein, et vous étiez nombreux à le savoir, mais on a cru que ça serait partagé, on va dire. En 2020, effondrement du tourisme international. Je vois que là, j'ai 54% des Français sont partis en vacances seulement. Vous me direz 54 seulement, mais d'habitude, ils sont 60%. Et donc, on a eu évidemment 94% de Français qui sont partis en vacances en France, mais la France, les Français en vacances ont totalement résisté. C'est-à-dire, on est passé de 60% d'habitude, en règle générale, 60% des Français partent en vacances l'été, à 54%. On ne peut pas parler de chute, en fait. Ce qui a chuté, c'est le tourisme international. Ce qui a résisté, c'est les vacances. C'est le désir de se reposer, le désir de se retrouver en famille, le désir d'avoir du temps libre dans un ailleurs, mais qui pouvait être proche. Et c'est à la fois cet avertissement de la baisse de plus de 80% du tourisme international en 2020, et on sait que l'épidémie n'est qu'une répétition de ce qui va advenir, mais aussi ce qui permet en fait de faire résister la vie ensemble, le bien commun, la vie sociale, mais aussi l'économie des territoires, et en particulier celle des loisirs et des vacances, il se trouve là. Et puis, également, quand je dis 60% des Français partent en vacances l'été, ça veut dire que 40% ne partent pas, et donc des enjeux qui sont développés, qui se sont un peu amoindris, mais c'est aussi comment on fait partir ceux qui ne partent pas, pour plein de raisons, et qu'on les aide justement à faire ces départs en vacances qui vont aussi participer à abonder à l'économie. Alors je vous ai mis cette photo un peu provocatrice parce qu'elle parle, chacun des personnes qui la verront pourront la voir de façon différente en fonction de son histoire et des stéréotypes qu'il peut avoir. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, donc c'est une image que je montre souvent à mes étudiants, et en fonction de leur origine, la réponse est différente. Cette image, je l'ai prise en 2022, c'est le dernier week-end avant Ramadan sur l'île Ngor à Dakar, qui est au large de Dakar. C'est le moment où tout le monde part en week-end vite sur la plage, se baigner. C'est à 10 minutes de Dakar en pirogue. Et donc, tous les jeunes vont vite passer du temps dans l'eau et faire la fête, parce qu'après, c'est Ramadan et ça veut dire qu'on va devoir rester en famille et tout ça. Donc, voilà. Le loisir, c'est pas quelque chose qui est réservé, la pratique du loisir, la pratique de la plage, c'est pas quelque chose qui est réservé à certaines parties du monde, certaines classes sociales. Évidemment, tout le monde le sait, et vous êtes 44 nationalités, vous le savez, mais c'est très important aussi quand on parle de la question de l'accès au loisir, c'est aussi la manière dont chacun va pouvoir pratiquer ce loisir ou ne va pas pouvoir le faire. 80% des vacanciers français partent en vacances en France, par exemple, je vous l'ai dit, mais c'est à l'échelle mondiale à peu près le même pourcentage. Dans les pays les plus aisés, ce qui est important, c'est justement le taux de départ qui importe. Mais ce qu'on voit, c'est que depuis le Covid, il y a beaucoup de pays, et notamment, j'en ai pas mal discuté avec des destinations en Afrique de l'Ouest, qui ont développé cette question du tourisme domestique qui ne se posait pas encore. La question, c'est comment est-ce que ces personnes peuvent continuer en fait à accéder à leur lieu de loisir si ceux-ci, et j'y reviendrai, sont privatisés par le tourisme international. Cet espace, l'île de Ngor, c'est un espace qui est partagé par tous et qui permet justement ces moments de bonheur communs. Et ce moment de bonheur commun, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance, ce sentiment d'appartenir à un monde, à une communauté, à une famille, mais aussi à un paysage, à un territoire, que ce soit pour des raisons immémoriales. On est occitan depuis 5 ans, 10 ans, 5 générations, mais aussi le moment qu'on va passer pendant quelques jours et on va se sentir dans un paysage urbain ou naturel, bien accueilli, qui va faire qu'on va se sentir appartenir à un lieu. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. Quand on fait des enquêtes, c'est ce que l'on trouve les gens s'en rappellent quand ils vous montrent les photos qu'ils regardent et qu'ils partagent en famille, et pas ce qu'ils partagent sur les réseaux sociaux. Ce qui fait surgir cette question du sentiment d'appartenance, c'est ce qu'on va garder pour soi, ce qu'on ne va pas partager, ce qu'on va raconter entre soi. Et donc je vous ai mis des photos qui sont un peu des photos de vacances, c'est-à-dire ce qu'on ne partage pas sur les réseaux, mais qui nous rappellent des souvenirs. Et il y a beaucoup de non-humains
sur cette idée qu'on a fait partie d'un commun. Il y a beaucoup de non-humains, de paysages, mais aussi d'animaux, de chats, enfin ce que voilà. Donc dans les récits, ce qui fait mémoire, il y a quelque chose d'autre qui se joue dans ce sentiment d'appartenance. Et si on veut travailler sur des destinations plus écologiques, comment on travaille avec, pas seulement entre humains, mais avec la nature, travailler sur ce sentiment d'appartenir au monde, mais à un territoire, mais à un parc, avec des sens communs, c'est très important. Et ces souvenirs sont vraiment à l'antithèse, finalement, de ce qu'on va pouvoir voir sur les réseaux sociaux, qui va être une logique mimétique. Mais ce n'est pas paradoxal, c'est-à-dire que beaucoup, quand on fait des enquêtes avec les vacanciers, c'est les deux. Alors, attends, excusez-moi, j'appuie pas sur le bon bouton. Voilà. Donc on a fait une enquête pour Greenpeace sur le rôle des influenceurs voyage et on s'est rendu compte de beaucoup de choses, mais notamment cette question en fait du mimétisme, évidemment, du rôle des influenceurs, et en fait aussi que le tourisme fait l'inverse de ce sentiment d'appropriation. Au lieu de se sentir une certaine publicité touristique, je veux dire, au lieu de se sentir appartenir à un espace, on vous voit en l'idée que vous allez en être propriétaire. Et donc il y a cette inversion en fait. Et on va y venir, c'est aussi ce qui provoque des mobilisations anti-tourisme. Cette idée de collection, de bucket list, en fait, c'est, voilà, je fais la collection de tous les pays, de toutes les destinations. Et en fait, on vous vend finalement une liste de pays ou de villes qui ne sont qu'une liste. Et vous avez acheté, en fait, ces destinations. Et donc, on vous vend l'idée que vous en êtes propriétaire. C'est donc une inversion du sentiment d'appartenance, avec des effets évidemment qui peuvent être absolument délétères, un sentiment de dépossession très important, notamment dans les destinations, dépossession, spoliation, privatisation. Je vous ai montré le quai de pêche à Cap Skirring, vous voyez, il reste un tout petit quai de pêche, tout le reste c'est privatisé, mais je pourrais dire la même chose à Dakar, où il reste une plage qui n'est pas privatisée par un hôtel, et c'est parce que un imam a eu la bonne idée d'avoir une révélation et d'y installer une mosquée qui s'appelle la mosquée de la divinité, et qui fait que personne n'a osé vendre la plage, et qui se retrouve être une plage beaucoup pratiquée pour les loisirs, la lutte, les baignades, etc. Donc ça entraîne évidemment des mobilisations, des résistances. Vous avez vu cet été, et il y en a partout dans le monde, on avait travaillé sur ces questions-là dans le début des années 2000, 2010 à Barcelone également, à San Francisco, ce qu'on appelle les mobilisations anti-tourisme. Mais ce sont des mobilisations anti-tourisme, ce sont des mobilisations contre le sentiment de dépossession. Ça veut dire la privatisation par d'autres de notre espace et de notre territoire. Comment est-ce qu'on pense ça ? Comment est-ce qu'on pense et qu'on résout en tant que personne qui réfléchit sur ces questions de tourisme, professionnel du tourisme, l'avenir en fait de l'accueil, si on ne pense pas aux premiers concernés, qui sont les habitants, qui se sentent dépossédés à raison, notamment parce qu'ils ont été dépossédés, expulsés des centres-villes, expulsés des endroits où ils travaillaient, où ils vivaient, comme évidemment les littoraux. Et ça repose la question de qu'est-ce que c'est l'hospitalité, puisque en fait, ce qui se passe, c'est que le système touristique, comme industrie, produit cette inhospitalité, c'est-à-dire cette réaction. Alors, ce n'est pas ultra violent, vous avez des gens qui tirent avec des pistolets à eau sur des touristes qui sont sur des tables. Donc, en train de... la façon dont c'est médiatisé est un peu spéciale, mais c'est important de comprendre, en fait, ce qui se joue depuis des années sur le sentiment de dépossession des habitants, de dépossession de leur sentiment d'appartenance, justement. Et donc, revenir à la question de qu'est-ce que c'est l'hospitalité. Et donc, l'hospitalité ne se réduit absolument pas à la question d'un échange de services. L'hospitalité, c'est quelque chose qui fonde les sociétés humaines. S'il n'y avait pas de société humaine, s'il n'y avait pas d'hospitalité, il n'y aurait pas de société humaine, en fait. Puisque c'est parce que vous accueillez un étranger que celui-ci peut, en fait, continuer à vivre, et puis que vous pouvez... C'est parce que vous êtes accueilli que vous pouvez aller voir de l'autre côté de la colline si l'herbe est plus verte. Et puis c'est comme ça que vous passez du clan à la tribu, de la tribu à la communauté, etc. Donc c'est très important de penser comment est-ce que l'hospitalité, qui est au cœur de l'ensemble des relations sociales partout dans le monde, donc là je vous ai mis un des fondements de la société, de l'imaginaire européen, en tout cas sud-européen, Ulysse. Et donc, la question que se pose Ulysse, c'est ces gens-là sont-ils civilisés ? Parce que l'idée d'hospitalité est égale à civilisation.
Ça n'est pas une question de nord-sud-est. Être civilisé, c'est être en capacité d'accueillir un étranger. Donc c'est très important en fait de comprendre que le tourisme fait partie, et toute une petite partie de cet enjeu, qui est un enjeu anthropologique majeur. Cet enjeu anthropologique, je vous l'ai dit, on le retrouve, c'est un enjeu historique, archéologique, mais qui est un enjeu de toutes les spiritualités, quelles qu'elles soient. Quand on accueille des personnes, on les accueille dans un cadre touristique, on ne les accueille pas, elles aussi, leur famille, mais aussi avec leur histoire, leur argent, mais aussi leurs prénotions, leurs stéréotypes, leur manière de faire, leur culture. C'est ce que nous racontent aussi les mythes bibliques, et dans toutes les religions, les étrangers viennent avec leurs dieux, ou alors ce sont des dieux qui sont accueillis, et donc on ne prend pas en compte que l'humain qui est en face de vous, on prend en compte tout ce avec quoi il vient, et c'est avec ça qu'on considère et qu'on construit en fait une interaction. Donc on trouve ça évidemment dans tous les mythes, notamment dans le Coran, comme tous les autres, et c'est une obligation. C'est une obligation, ça veut dire que on a obligation à recevoir, mais on a également obligation à être reçu d'une certaine manière. Et cette obligation, elle passe par la question du temps, et c'est donner de l'eau, donner un repas, et accueillir pendant 3 jours. Et donc c'est la question de temps qui va intégrer qui va permettre à l'étranger de se sentir appartenir à un espace. Ensuite, il le quitte, ou alors il l'intègre. Donc là encore, la question si vous passez 1 heure, en fait, vous vous sentez moins appartenir et devant faire un contre-don, si vous voulez, d'hospitalité. Parce que le principe de l'hospitalité, c'est la question de la réciprocité différée dans le temps. Je ne parle pas de l'hospitalité marchande, mais des autres hospitalités qui sont bien plus grandes, c'est-à-dire vous accueillez quelqu'un et celui-là pourra accueillir votre famille, votre enfant, votre descendant. Donc en fait, vous créez un pacte social, humain, et c'est ainsi que les sociétés aussi ont pu se développer. Évidemment que l'hospitalité marchande fait partie de cette hospitalité, et je pense que c'est une erreur de les séparer en disant qu'il y aurait l'hospitalité inconditionnelle et d'autres l'hospitalité marchande. Non, en fait, si l'hospitalité marchande se pense comme faisant partie du principe d'hospitalité, on peut aussi développer d'autres manières et ne pas penser celui qui accueille comme étant au service d'eux, mais il est en train de constituer un pacte. La plus vieille auberge, dont on a des traces, c'est au 5e siècle, dans ce qui est maintenant l'Allemagne. Mais la plus vieille auberge tenue par la même famille se trouve au Japon. Elle existe depuis 1306. Donc les auberges touristiques ne sont pas une invention des Anglais au 19e siècle. Le tourisme n'est pas du tout une invention qui date du 19e siècle. Le fait de voyager, d'être accueilli, d'aller voir de l'autre côté de la colline, voilà, c'est quelque chose qui est évidemment millénaire. Donc l'hospitalité, c'est un besoin vital pour l'humain qui est accueilli. S'il n'est pas accueilli, il ne peut pas survivre. C'est une nécessité sociale et une obligation morale et une question d'honneur. Si on refuse d'accueillir l'étranger, on perd l'honneur dans beaucoup de sociétés. C'est évidemment une relation avec les dieux, mais quand je parle des dieux, c'est au sens large. Ça peut être toute la spiritualité, les ancêtres, les mondes invisibles. On accueille ces personnes-là, mais aussi l'étranger qui arrive est accueilli par un territoire qui a toute son histoire, ses croyances, ses valeurs, etc. C'est avec ça que c'est tout ce monde spirituel qui l'accueille. C'est un ordre social extrêmement codifié. Et ce qui est fascinant pour travailler sur la question, c'est que cet ordre-là, on le retrouve dans toutes les sociétés. Donc évidemment, il y a le don de l'eau, ou du café, ou etc. Mais voilà. Et puis, il y a un certain nombre d'objets qui sont toujours les mêmes, et toujours le même processus avec des espaces dédiés. Et donc, je pense que c'est important de repenser aussi comment on intègre les questions écologiques, le nature, le rapport avec le vivant dans ces questions, et de poser la question de la vulnérabilité. À quel moment, en fait, cette hospitalité des humains et des non-humains, elle est remise en cause ? Il y a beaucoup d'exemples de travaux qui ont été faits sur les questions d'hospitalité, et d'un point de vue concret, je pense aux travaux qui ont été faits par Hôtel du Nord à Marseille sur les questions d'hospitalité, et puis ici évidemment en Occitanie. Et je voulais juste dire en termes d'indicateurs, je vous ai dit les indicateurs, on ne voit pas, en fait, on ne voit que les chiffres. Il y a des indicateurs, notamment par les données téléphoniques, Fluvision, qui nous montrent en fait des personnes présentes,
qui ne sont pas du tout considérés comme des touristes, mais qui sont quand même des étrangers et qui sont présents, et qui sont extrêmement nombreux, et qui ne sont pas pris en considération dans les politiques touristiques, alors même qu'ils pourraient tout à fait, qu'ils ont du temps et qu'ils pourraient avoir des pratiques et pourraient être pris en compte. Je pense notamment aux étudiants, aux stagiaires, aux jeunes travailleurs. Il y a aussi, par exemple, sans doute je parle trop vite, oui. Par exemple, Hôtel du Nord a pris la question des chauffeurs à Marseille, des chauffeurs routiers qui doivent avoir une pause de 45 heures, qui n'ont pas d'endroit où se loger, à qui on pourrait avoir une offre en termes de loisirs, etc. Il n'y a pas de réflexion. Or, ces personnes, on les connaît, ils existent, mais ils ne sont pas pris en compte. La taxe de séjour en France, cette année, en 2024, plutôt, c'est 1 milliard d'euros. Qu'est-ce qu'on fait avec ce 1 milliard d'euros? Est-ce qu'on réfléchit à la manière de faire le tour du monde des salons pour vendre la destination le plus loin possible, parce qu'il y a cette idée de valeur du touriste au kilomètre, ou est-ce qu'on réfléchit à d'autres manières de faire hospitalité avec ceux qui sont là, et qui, en termes de bilan carbone, donc, ça n'aura pas, évidemment, les mêmes effets. Presque pour finir... L'hospitalité, c'est aussi un matrimoine. Alors, je travaille beaucoup sur ces questions de matrimoine, patrimoine. Donc, matrimoine, c'est pas forcément les hommes, les femmes, hein, mais ce qu'on voit dans la façon dont on construit, en fait. Donc, il y a un biais, je vous ai dit, sexiste dans le tourisme domestique, en fait. Tout ce qui est relatif à la maison, donc domestique, hein, ce qui est chez nous, en fait, a fait l'objet d'une certaine forme de condescendance, on va dire, parce que ça n'apportait pas peut-être des devises de la même manière que peut apporter le tourisme domestique. Ça n'est pas une industrie d'exportation, mais pour une économie locale, c'est majoritaire. Et aussi dans la question de l'hospitalité, comment on prend en compte dans l'accueil tout ce qui n'est pas marchandisable, mais qui pourtant va faire ce sentiment d'appartenance dont je parlais tout à l'heure, ces souvenirs qu'on ne va peut-être pas partager sur les réseaux sociaux, mais qui font que c'est de ça dont on se souvient, c'est ça qu'on transmettra à ses enfants, etc. Donc ça, c'est vraiment important de se souvenir de ça. Et en fait, on le voit aussi pour réinventer et repenser la question des récits, de comment on prend en compte justement les non-humains, les paysages, les territoires. Et dans l'hospitalité traditionnelle, cette question de la réciprocité, pour se souvenir, on faisait un échange de ce qu'on appelait un symbolon, qui est devenu un symbole. C'est un objet qu'on cassait, et donc notamment en Occitanie, hein, c'est quelque chose qui a été très important, qu'on cassait, et puis on donnait à la personne que vous aviez accueillie. Vous aviez chacun un morceau, et votre descendant, vous-même ou votre descendant, pouvait aller voir ensuite cette personne, et en montrant que les deux parties collaient, vous aviez fondé, vous aviez créé une alliance. Il y a il y a une matérialité de l'hospitalité qui est très importante et qui peut aussi nous inspirer sur la façon justement. Et ça me dit, pardon, le grillon me dit que j'ai terminé mon temps. Et donc voilà. Et pour tout finir, l'hospitalité, est-ce qu'on peut faire une hospitalité verte ? Je ne sais pas si on peut parler de green hospitalité ou hospitalité verte. Nous sommes à l'heure de l'anthropocène. Je vous ai dit au début, la destination, c'est la même étymologie que le destin. En fait, je pense que vraiment nous sommes à la croisée des chemins en termes de destin, en fait, des destins de nos destinations. Donc la question du contre-récit, comment on travaille, je pense sincèrement que ce n'est pas une question d'innovation. En tout cas, ce n'est pas une innovation dans la question technique, c'est justement la question de comment est-ce qu'on fait autrement pour inventer demain cet avenir. Et pour finalement travailler sur ce qui préoccupe et motive le plus les personnes. C'est quoi ? C'est le bonheur. Qu'est-ce qui nous intéresse le plus dans la vie, si ce n'est pas le bonheur ? Eh bien, quand on demande aux Français ce qui les rend heureux, eh bien, c'est les vacances. C'est passer du temps en famille, avec les gens qu'on aime. Et à quel moment de l'année ? Et c'est où passer du temps avec les gens qu'on aime ? C'est en vacances. Donc, si le tourisme pose une question en termes de consommation, des consommations d'espace. Les vacances, c'est une jouissance du temps libre. Et poser la question, non pas en termes de touristes au kilomètre, mais comment on réinvente les questions d'hospitalité et que finalement on travaille à faire ce bonheur commun avec les non-humains, avec la nature. Et je ne me jetterai pas le concept de nature par la fenêtre. C'est quelque chose qui est à la fois très vulnérable et qui me paraît aussi un des merveilleux métiers que vous avez à travailler à préserver. Je vous remercie.
Alors juste, c'est la lagune de Porto-Novo que vous avez vue au Bénin. Great, Saskia. Thank you very much for that. This brings us to the closing of our opening ceremony. Thank you very much for your patience. Thank you very much, Saskia, and everyone for sharing your words, your thoughts, your perspectives with us. We're certainly going to be thinking and talking about all of these today. Now, I would like to just remind you that we have a short coffee break, and that we will continue the program. Please remember that you can scan the program on your card. There are many places in the quorum where you can do the same. Please enjoy the coffee, and we look forward to talking with you very soon.